Triste retour de la guerre. Ce matin-là, comme tous les matins depuis les premiers jours immémoriaux de sa fondation au cœur de la mythique plaine cayorienne du Bawar, le village de Dioben-Pey s'était éveillé au premier chant du coq. Della Fall avait été la première à sortir des bras de Morphée. Au saut du lit, alors que la nuit résistait encore à l'aube naissante, elle avait quitté sa case, en sarron, pour aller prendre de l'eau au puits, remplir tous les canaris de la maison, rallumer l'âtre pour la bouillie de mille du matin, faire sa toilette et se parer de ses plus beaux habits et atours. Della était dans les fiévreux préparatifs d'un grand événement, sans doute le plus grand de sa jeune vie, après son mariage. Elle avait à peine passé 17 hivernages dans le cocon familial quand elle fut donnée pour épouse à son cousin maternel, Samba Diop, au grand bonheur de leurs deux familles princières dont cette union renforçait les liens séculaires. Leur mariage avait ainsi été convenu, dans le respect des règles et coutumes du terroir. Pour Della et Samba, cette union célébrée dans la plus pure tradition des Wolofs, était la consécration d'une fraternité et d'une amitié enfantine qui avait fini par se muer en amour. Mais, à peine marié, Samba s'était fait enrôler dans l'armée, quelques mois après l'entrée de la France en guerre contre l'Allemagne le 3 septembre 1939. Et pourtant, au tout début de la mobilisation, lui et les jeunes gens de sa classe d'âge, entre 20 et 25 ans, n'entendaient guère quitter leur pénate, pour aller guerroyer au-delà des mers, contre les ennemis de la France. Comme l'immense majorité de leurs congénères, les indigènes taillables et corvéables à merci, ils ne se sentaient aucunement concernés par cette guerre. Ils étaient beaucoup plus préoccupés par les affres quotidiennes de l'iniquité coloniale. Leur révoltant statut de sujet était difficilement compatible avec un attachement patriotique à la France. Les autorités coloniales avaient d'ailleurs peine à lever des troupes dans les campagnes. Malgré les menaces de représailles brandies et très souvent mises à exécution par leurs auxiliaires locaux, la mobilisation indigène ne connut pas toute l'ampleur voulue et recherchée. Nombre de conscrits ne se présentaient point le jour de leur incorporation. Ils fuyaient en masse leur village pour trouver refuge dans la brousse profonde. Ceux qui avaient la malchance d'être débusqués par les intraitables sbires des sergents recruteurs étaient embrigadés de force et envoyés à la guerre. Dans les cercles du Cayor, du Baol, du Djolof et ailleurs dans la colonie, des fils d'anciennes familles royales, bien que rabaissés au rang de sujets français, s'étaient, après un temps de réflexion, portés volontaires. Ils avaient entrevu dans leur enrôlement un moyen de sortir d'un environnement trop cloisonné, de voguer vers de nouveaux horizons, de découvrir la France réelle, d'en revenir auréolés de gloire pour cesser d'être des indigènes ordinaires, redorer leur blason terni, relever conséquemment leur niveau de vie et faire partie des hommes qui comptaient dans la société nouvelle. À l'image de leurs aînés, pères et oncles qui avaient été à la précédente guerre et qui en étaient revenus, 20 années plus tôt. Samba et 10 de ses parents et compagnons de tous les instants avaient ainsi adopté cette position. Au bout du compte, ils avaient accepté, librement, de partir pour cette lointaine guerre à laquelle la France demandait à tous les peuples colonisés de participer à ses côtés. Ils s'en allèrent au front faire preuve de bravoure, comme ils avaient été à la case de l'homme, à leur tendre adolescence. C'était au début du mois d'avril 1940. Le commandant de cercle du Cayor avait fait annoncer, sur toute l'étendue du défunt royaume sous le joug colonial français depuis un demi-siècle, que les fils du terroir partis à la guerre, allaient rentrer le 15 décembre 1944. Il était dit que tous les honneurs dus à leur nouveau rang leur seraient rendus. C'était pour accueillir son prince que Della s'était faite encore plus belle et désirable, en cette fraîche matinée, après 4 longues années de douloureuse séparation. Elle n'avait besoin d'un quelconque artifice pour que sa beauté nubile resplendît. Pourtant, la veille, elle avait passé de longues heures chez la coiffeuse du village qui tressa et garnit artistiquement de perles et de deux précieux, libidor ses cheveux lisses qui, ainsi que son teint cuivré, sa taille élancée et sa démarche altière, trahissaient en elle un lointain métissage princier négro-berbère. Elle était radieuse dans sa camisole palmane, taillée à la mode des signards saint-louisiennes, assortie d'un pagne ajouré de ruban blanc, avec ses boucles d'oreilles en or filigrané du Galam,
son collier de perles pémées, et les babouches marocaines mordorées qu'elle portait à ses pieds fins délicatement teints au henné oriental. Quand Della arriva sur la place du village, la foule était grouillante autour de l'arbre à palabres sous l'ombre duquel trônaient tous les anciens. Elle ne passa pas inaperçue. Elle fut remarquable et très remarquée, quand bien même se fût-elle timidement glissée dans le groupe de ses 10 compagnes d'infortune qui, comme elle, espéraient, la peur au ventre. Comme elles attendaient leur mari. Des nouvelles du front, elles et leur famille n'en avaient reçu que sporadiquement, ou pas du tout. L'administration locale, conformément aux strictes directives reçues de la haute hiérarchie, décachetait toutes les missives, pour censurer, mettre sous le boisseau la moindre information qui pouvait perturber l'ordre établi que l'on voulait immuable. L'attente fut longue, mais surtout silencieuse, plutôt angoissée. Personne ne savait vraiment qui des fils, époux, frères et neveux partis à cette maudite guerre étaient revenus de France, ou qui y étaient restés pour l'éternité des temps. Le vrombissement du moteur d'un véhicule s'approchant de Diobène-Pey suscita un brouhaha dans la foule. Ce petit monde retint son souffle quand un camion militaire, une Citroën U23 bâchée, conduit par un deuxième classe français s'immobilisa non loin. Le soldat descendit lestement de la cabine, en claqua la portière. Sans le moindre regard alentour, il contourna le véhicule pour déverrouiller son haillon basculant. L'un après l'autre en sautèrent, en tenue de tirailleurs couleur sable, chéchia rouge sur la tête et lourd barda au dos, l'œil sombre, 5 des 11 jeunes gens qui étaient partis du village, Atoumane de Ia Kodou, Massamba de Ia Degen, Sangoné de Ia Fatim, Momar de Ia Marem et Massaer de Ia Bissan. Passa un moment avant que le soldat français ne vînt aider le dernier garçon resté à l'arrière du camion à en sortir. Avec sa jambe raide, il ne pouvait pas être aussi agile que ses camarades. Il fut le dernier à mettre pied à terre. C'était Samba Diop, Samba de Ia Binta. Adieu, brigadier-chef, et bon retour chez vous, lui dit le soldat français. Après un salut militaire des plus réglementaires, il remonta dans son camion et reprit le chemin du retour vers la ville. Derrière lui, des cris stridents de femmes en pleurs déchiraient la pesante atmosphère. La joie des uns de revoir les rescapés de la guerre était noyée par l'immensité du désespoir qui assaillit ceux qui étaient brutalement mis face à la fatale réalité, sans qu'il n'y eût besoin de mots pour la leur annoncer. Ils avaient perdu les leurs, Madior de Iarouba, Moussa de Iabouri, Gilaï de Iapenda, Nyokor de Iamarem et Birima de Iadior. La douleur étouffait le village entier, car tous ses habitants étaient parents. Nul n'y était seul, ni dans la tristesse, ni dans le bonheur. Della avait les sentiments confus, comme tous ses proches. Elle était malheureuse à l'évocation de ses frères de sang qui avaient bravé les foudres de la guerre et qui avaient, à jamais, rejoint le royaume éternel des ancêtres. Mais l'on ne pouvait pas non plus lui disputer son bonheur intime, celui d'avoir retrouvé son plus que frère, son époux, revenu des tourments de la guerre, en héros. Même estropié, il restait ce bel homme à l'allure fière et hautaine qu'elle aimait tendrement, et qu'elle se promettait de chérir encore plus, demain plus qu'hier et pour toujours. C'étaient ces mots de jeune femme brûlante d'amour, le soir de leur retrouvaille, dans le secret douillet de l'alcôve, quand la nuit se fit complice.